Notre héros aspirait à se hisser au sommet des arts martiaux, mais il sentait au fond de lui que c'était une chimère. Malgré tous ses efforts, ce but semblait inaccessible. Poussé par le désespoir, il a misé sa vie sur une légende ancestrale transmise de bouche à oreille. L'histoire parlait d'un fruit d'or caché dans un sanctuaire, férocement gardé par un dragon. Ce fruit conférerait l'immortalité, et après un combat long et brutal contre la bête, notre protagoniste mit enfin la main sur le trésor doré. Il fut sidéré de constater que le fruit était bien réel. S'asseyant sur la carcasse du dragon tel un conquérant, il se prépara à faire le geste décisif, croquer dans le fruit. Il était convaincu qu'en l'avalant, il pourrait enfin atteindre les sommets de la maîtrise martiale. Cet homme, c'était Gilfou Eldrigan, salué en son temps comme le plus puissant combattant au monde. Des décennies plus tard, Gilfou, désormais un vieil homme, gisait sur son lit de mort, entouré de sa famille. À son chevet se tenait son fils aîné, Gilliam. Remarquant la peine sur le visage de son fils, il l'exhorta à être fort, lui assurant que son heure était simplement venue. Gilliam était dévasté à l'idée de perdre son père tout comme il avait perdu sa mère des années auparavant. Alors que son dernier souffle approchait, Gilfou songea au fruit de l'immortalité et se dit que tout cela n'était finalement que des balivernes. Il se consola néanmoins en pensant à la chance qu'il avait eue d'avoir une femme et des enfants aimants. Il leur confia avoir eu une belle vie et ne rien regretter. Pourtant, au plus profond de son âme, c'était le plus gros bobard de son existence. En vérité, Gilfou était rongé par le regret de ne pas avoir eu plus de temps pour devenir le maître absolu des arts martiaux. Quelques instants plus tard, il rendit son dernier soupir, puis rouvrit brusquement les yeux. Sous le choc, il se demanda pourquoi tout lui paraissait si étrange. Son corps était incroyablement léger, et en regardant autour de lui, il constata avec horreur qu'il avait des mains de nouveau-né. C'est là qu'il comprit, il était un bébé, couché dans un berceau. Il avait du mal à y croire, mais il tenta de se calmer, lui qui avait été un maître de rang 10 dans sa vie antérieure. Gilfou en conclut que sa situation était tout sauf normale et commença à se demander qui avait bien pu lui jouer un tour pareil. Soudain, une idée fulgurante lui traversa l'esprit, le fruit doré qu'il avait mangé n'offrait pas l'immortalité. Non, le véritable pouvoir du fruit était la réincarnation, bien loin de ce qu'il avait imaginé. Un large sourire illumina son visage, car il venait de comprendre que c'était une chance bien plus précieuse. Avec ça, il était certain de pouvoir enfin atteindre le pinacle des arts martiaux. Il remarqua alors la présence d'autres bébés autour de lui et, étant dans un bâtiment à part, il supposa être né dans une famille noble, être même de la lignée du dragon. Cependant, une question le tarauda. Pourquoi y avait-il une telle quantité de nourrissons dans cette pièce? C'est à ce moment que des servantes entrèrent, des biberons à la main. Elles se dirigèrent vers l'un des berceaux et en sortirent un bébé gobelin pour le nourrir. Gilfou resta bouche bée, choqué de voir un gobelin ici, et se demanda ce que ces femmes comptaient faire. Après avoir fait boire au gobelin une étrange substance rouge, la petite créature explosa, éclaboussant le visage de Gilfou de son sang. La scène le laissa pétrifié, une peur glaciale s'emparant de lui tandis qu'il essayait de comprendre ce que contenait ce biberon maudit. De Chambre décide alors de le diluer un peu et continue à le donner aux enfants. Gilfou est bientôt attrapé par une femme de chambre alors qu'il essaie encore de comprendre ce qu'ils ont donné au gobelin qui l'a fait exploser. Il voit clairement que le contenu de la bouteille n'est pas du lait, mais il semble déborder de magie. Il n'arrive pas à croire que les femmes de chambre nourrissent des bébés avec quelque chose d'aussi dangereux. La femme de chambre pousse la bouteille dans sa bouche et quand il goûte le contenu de la bouteille, Gilfou réalise finalement que c'est du sang de dragon ancien. Il n'arrive pas à croire à quel point ils sont fous de faire boire du sang de dragon au bébé. Il réalise enfin pourquoi ils ont dit qu'ils allaient le diluer. Il décide qu'il doit le recracher, mais se souvient qu'il en a avalé un petit peu. Cependant, il conclut qu'une petite quantité ne le tuera pas. Il remarque que les autres bébés recrachent également la substance et décide que c'est la meilleure chose à faire pour lui avant d'exploser. Juste à ce moment-là, il lui vient à l'esprit qu'il pourrait faire une erreur en le recrachant. Il réalise que s'il absorbe toute la puissance magique, il pourrait finir par surpasser son ancien moi et enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il décide d'utiliser la situation au mieux de ses capacités. Il boit tout le contenu de la bouteille avec un visage déterminé à montrer à tout le monde pourquoi il ne devrait pas se moquer de lui. Même la femme de chambre est choquée de voir que Gilfy consomme joyeusement le sang de dragon qui lui est donné. La femme de chambre est également heureuse que les choses tournent en leur faveur. Après avoir fini de boire toute la bouteille, il est remis dans son berceau et il réalise que les autres bébés ont également survécu à l'épreuve. Comme un bébé normal, il commence à avoir sommeil après avoir savouré un bon repas. 7 ans plus tard, on voit Gilfy s'entraîner à ses compétences de force en plaçant un
rocher sur ses pieds tout en faisant une pompe à une main. Il atteint 1000 pompes avant de repousser la pierre au loin. Il fixe son corps musclé, et il admet qu'il l'aime. Apparemment, Gylfi s'appelle maintenant Zek Eldrigan. Zek attribue toute la force qu'il a à la qualité du sang de dragon qu'il a consommé. Le sang de dragon semblait détenir une vaste quantité de puissance et même les bébés qui en ont ingéré juste un peu ont acquis des corps qui sont bien plus forts que ceux des humains normaux. Grâce à la véritable source de puissance du dragon divin qu'il avait déjà absorbé. Dans sa vie passée, Zek a pu absorber chaque goutte du pouvoir unique du dragon ancien. Zek a pu subir une transformation qui l'a laissé lui-même choqué. Cependant, Zek remarque qu'il est toujours un guerrier, une étoile, ce qui le déçoit plus qu'il est censé être au moins 4 étoiles. Fondamentalement, une étoile est la véritable source de puissance d'une personne qui est compressée à sa limite extrême. On imagine son corps comme un univers, et on laisse les étoiles bouger à l'intérieur. Il s'avère que la difficulté augmente avec chaque étoile, car plus il y a d'étoiles, plus la force est grande. Et Zek dans sa vie passée a réussi à atteindre le rang de 10 étoiles, ce qui a fait de lui la seule personne au monde à jamais le faire. Cela fait maintenant 7 ans que Zek est né, en tant que fils du chef actuel de la famille et le dragon. Mais il est un enfant illégitime. Sa mère était déjà décédée et son père n'a jamais montré son visage une seule fois. Zek n'arrive pas à croire qu'il a un déchet comme père. Apparemment, il s'est réincarné un millénaire plus tard où le monde est devenu un endroit où les faibles meurent, aux mains des forts. Il existe également un étrange rituel connu, sous le nom des preuves du dragon. Seuls les bébés qui survivent à la consommation de sang sont censés être entraînés en tant que guerriers dragons, mais n'a reçu aucun entraînement de personne. Il essaie de poser des questions à la femme de chambre, mais la femme de chambre répond simplement qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Z se défoule auprès de la femme de chambre en lui rappelant que ceux qui ils ont réussi, les preuves sont censés recevoir un entraînement au combat, mais il n'est entouré que de femmes de chambre et pas d'un seul instructeur en vue. La femme de chambre agit comme une poupée alors qu'elle demande à Zek s'il a besoin de quelque chose, mais il dit non. En fait, Zek peut se débrouiller seul puisqu'il se concentre actuellement sur la construction de son corps plus que sur l'entraînement au combat. Zek demande alors à la femme de chambre si elle peut lui donner des informations sur les autres enfants de la famille principale, mais la femme de chambre lui donne la même réponse, à savoir qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek essaie de se débrouiller pour obtenir une réponse, mais la femme de chambre maintient sa réponse. Zek est énervé et se demande si c'est la seule chose que la femme de chambre peut dire. Zek demande alors à la femme de chambre s'il est à la maison pour être maltraité, mais la femme de chambre réfute cela, disant qu'ils ont reçu l'ordre de s'occuper de ses besoins personnels. Zek remarque que la servante est une combattante 3 étoiles et qu'elle l'aiderait pour son entraînement. Comme la servante n'est pas d'une grande aide, Zek décide qu'il est temps pour lui d'aller dans la forêt. Il n'arrive pas à croire qu'il vit avec une servante depuis 3 ans et qu'ils n'ont aucun lien réel. Zek attend une réponse mais il n'en reçoit aucune de la part de la servante qui semble maintenant l'ignorer. Zek entre dans la forêt et mange un tas d'herbes toxiques qui ont évidemment un goût affreux. Cependant, il s'en fiche car il considère cela comme faisant partie de son entraînement. Soudain, il remarque qu'il y a une faible trace qui le suit. Il se demande pourquoi quelqu'un le suivrait et ne se montrerait pas pour dire quelque chose. Il ignore qui que ce soit et se concentre sur ce qui arrive devant lui. Soudain, il remarque un sanglier en colère devant lui. Il réalise que la brume noire venant de la personne qui le suit n'existait pas dans sa vie passée, ce qui l'amène à se demander ce que c'est exactement. Néanmoins, Zek se montre au sanglier, et comme son nom l'indique, il charge sur Zek. Zek sourit quand il réalise qu'il a l'attention du sanglier. Zek prend la position parfaite pour esquiver facilement le sanglier. Une fois que le sanglier est bien à découvert, Zek lui donne un coup de poing dans le ventre. Cela provoque un impact terrifiant qui fracasse l'intérieur du sanglier et le tue en un seul coup. Zek est impressionné qu'une simple table de sa part, lui qui est une étoile, a pu éliminer le sanglier. Zekan conclut alors que c'est la qualité qui prime, pas la quantité. Zek jette le sanglier sur son épaule, et prend le chemin du retour. Zek songe à quel point la solitude lui pèse et rêve de partir à l'aventure. Cependant, il réalise que l'océan est sa seule échappatoire, bien qu'il aspire à explorer le monde entier. Au même moment, son mystérieux poursuivant est abasourdi de le voir terrasser un sanglier d'un seul coup de poing, sans avoir manifestement reçu le moindre entraînement au combat. Qui plus est, il n'en revient pas que Zek ait remarqué sa présence. Sa conclusion est sans appel. Zek n'a rien d'un gamin ordinaire. Étant donné que sa mère est décédée prématurément, et que son père l'a toujours ignoré, il est impensable que Zek ait pu recevoir une éducation digne de ce nom. Pourtant, il ne peut échapper à son destin,
car en tant que fils du chef de clan, il est sous haute surveillance. L'observateur comprend que la situation prend une tournure des plus fascinantes. De retour à sa demeure, Zek perçoit immédiatement la présence d'étrangers. Il peut sentir leur puissance et s'interroge sur leurs intentions. Il s'approche furtivement de la porte pour surprendre leur conversation et, d'après ce qu'il ressent, aucune intention meurtrière n'émane d'eux. Il se décide alors à ouvrir la porte, découvrant plusieurs hommes dans la pièce. Il leur demande sans détour la raison de leur venue et remarque leur emblème, un dragon brodé sur leurs vêtements. Sa curiosité est piquée au vif, que peuvent bien lui vouloir ces individus? C'est alors que les hommes lui annoncent être venus le chercher pour un examen. En entendant cela, Zek sent la moutarde lui monter au nez. Personne ne l'avait jamais prévenu d'un tel examen. Peu après, Zek est escorté jusqu'à la demeure principale. Il ne s'attendait pas à y remettre les pieds après 1000 ans d'absence, lui qui vivait si reclus. Zek se retrouve affublé d'un uniforme scolaire, par ses escortes. Il comprend alors qu'on l'a ramené à la demeure principale, non pour y goûter au luxe, mais pour intégrer l'académie du Dragon's Nest. C'était une institution, fondée par la famille et le dragon, et que tout descendant du clan se devait de rejoindre. Apparemment, l'instruction y débute dès l'âge de 7 ans, et ce jour précis était celui de l'examen d'entrée. Le problème, c'est que Zek n'a jamais reçu la moindre éducation. Pourtant, il n'a d'autre choix que de se présenter à cette épreuve, car elle est obligatoire. Voilà donc pourquoi on l'a extirpé de sa retraite dans les bois. La frustration submerge Zek, qui baisse la tête, accablé. Tandis que les autres élèves défilent, devant lui, l'un d'eux, un certain Langus aux cheveux bleus, l'aborde. Langus est originaire du vieux village de l'Échelle. Il demande à Zek si tout va bien ou s'il rencontre des difficultés. Zek se retourne brusquement et lui demande d'un ton sec ce qu'il lui veut. Langus, d'une nature visiblement timide, balbutie qu'il cherchait simplement à l'aider, car il semblait avoir des ennuis. Zek est décontenancé par cette approche. Il perçoit bien la timidité du garçon, mais aussi une puissance latente qui émane de lui. Zek se lève et s'excuse pour sa brusquerie. Il se présente alors et confie à Langus qu'il est simplement dérouté par les plans que les chefs de famille ont pour eux. Et Langus lui rétorque que les épreuves sont les mêmes chaque année, mais Zek le coupe net, en avouant qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'il attend. Langus n'en croit pas ses oreilles en réalisant que le gars en face de lui est dans le flou le plus total. Il se demande comment Zek va s'en sortir, vu qu'il ignore tout des épreuves qui l'attendent. Touché, Langus décide de prendre sur lui pour tout lui expliquer. Mais au moment précis, où il ouvre la bouche, une bande de petites frappes débarque par derrière, traitant Langus de nabo. Même Zek est surpris d'entendre une telle insulte fusée. La bande de harceleurs est menée par un certain Ron, qui vient lui aussi du vieux village de l'Échelle. Ron se paie la tête de Langus, lui demandant ce qu'un minus comme lui fiche ici alors qu'il pourrait rentrer jouer dans son coin. Langus, impassible, ignore la provocation, et répond simplement qu'il est venu pour l'examen. Mais sa réponse ne fait qu'attiser la hargne de Ron, qui le traite de déchet, et lui crache au visage qu'un raté dans son genre n'entrera jamais à l'académie. Ron continue de se moquer de lui en lui rappelant que son propre père n'est qu'un faux dragon. Zek sent la tension monter, voyant Langus serrer le poing. Il faut savoir que dans la famille des dragons, la hiérarchie est absolue, dictée par un monarque. Les nouvelles recrues sont appelées les dragons inférieurs. Les soldats de base sont les jeunes dragons. Et juste au-dessus, on trouve la classe des capitaines, les dragons adultes. Tout en haut de la pyramide, il y a les anciens, la classe dirigeante, connue comme les dragons aînés. Mais il existe un échelon tout en bas, une place réservée aux rebuts, et ceux-là, on les appelle les faux dragons. Ce sont ceux qui ont échoué à intégrer le nid du dragon ou qui n'ont jamais été diplômés de l'académie. En gros, on les considère comme des imposteurs, mais Langus est bien décidé à prouver que les siens valent mieux que ça. C'est là que Zek décide d'intervenir, demandant à Ron sur quoi il se base pour traiter Langus de déchet avant même le début de l'épreuve. Ron, surpris par cette intrusion, lui demande de quel droit il se mêle de ses affaires. Zek répond calmement qu'il n'a aucun souci, mais qu'il est juste curieux de savoir ce qui fait croire à Ron que l'académie est hors de portée pour Langus. Ron rétorque sèchement que les gens comme Langus ne sont que des faibles. Zek encaisse, puis lâche simplement à Ron que Langus est bien plus fort que lui et toute sa bande de bras cassés. La remarque fait mouche, et Ron, furieux, demande à Zek s'il insinue qu'ils sont inférieurs à un type comme Langus. Avant que la situation ne dégénère, un examinateur apparaît et annonce aux candidats que l'examen d'entrée est sur le point de commencer. Il leur explique qu'ils devront choisir un numéro après s'être inscrits. Ron fusille Zek du regard, lui promettant de ne jamais oublier son visage. Zek, de son côté, s'étonne que Ron soit déjà à cran, et se demande pourquoi les jeunes de nos jours s'emportent si vite. Langus
est abasourdi d'entendre Zek parler comme un vieux, alors qu'ils ont le même âge. Il ajoute que n'importe qui se mettrait en colère, si on le traitait de mauviette. Zek, changeant de sujet, demande si l'examen est obligatoire, mais Langus précise qu'il est facultatif. D'abandonner s'il ne s'en sent pas capable. Zek est surpris, mais cela ne fait que confirmer les soupçons de Langus. Zek ignore tout. Langus lui conseille alors de déclarer forfait pour ne pas se blesser durant l'épreuve. Zek rétorque qu'il n'a aucune intention d'abandonner. Langus est stupéfait de voir à quel point Zek est sûr de lui, alors qu'il ne sait rien du test. Zek propose ensuite de se mettre en route, avant que l'épreuve ne débute. Peu après, tous les candidats sont réunis. L'examinateur se dresse devant eux pour expliquer les règles. Il leur annonce que pour réussir, il leur suffira de laisser une simple éraflure sur le rocher qui se trouve là. Cependant, aucune arme personnelle n'est autorisée, à l'exception de celle fournie par les examinateurs. Pour pimenter les choses, ils ont le droit d'utiliser leurs poings, tant qu'ils parviennent à marquer la pierre. L'examinateur révèle alors qu'ils disposent de 3 tentatives chacun, tout en précisant que ce test n'a rien de bien sorcier. Langus est horrifié par cette annonce, tandis que Zek se demande où est le piège, puisqu'il s'agit juste de rayer un caillou. Zek s'attendait à une épreuve de folie, surtout après avoir dû ingurgiter du sang de dragon. Face à ce qu'il voit, Zek est franchement déçu. L'examinateur donne alors le signal du départ. Le premier candidat s'approche du rocher et le frappe de toutes ses forces, mais son épée se brise dans un vacarme assourdissant qui manque de rendre tout le monde sourd. Malgré toute la puissance de son coup, il n'a pas réussi à laisser la moindre marque sur la pierre. Le garçon s'écroule de douleur et les examinateurs lui demandent s'il est prêt à utiliser ses 2 essais restants, mais la douleur est trop forte. Il déclare forfait et on l'évacue. Zek remarque alors que Langus a une réaction étrange, et il se demande bien pourquoi, vu que l'épreuve a l'air si simple. Zek questionne donc Langus à propos de ce rocher. Ce dernier lui révèle qu'on l'appelle la pierre de régénération, et qu'elle peut réparer instantanément la moindre éraflure. Elle a aussi la capacité de renvoyer un impact avec 100 fois sa puissance si on l'attaque avec la force brute. Zek en conclut que ce rocher est complètement abusé. Langus ajoute qu'il est pourtant possible de le marquer, à condition de faire circuler correctement son énergie interne. Avec ce qu'il vient d'apprendre, Zek comprend que tout repose sur la maîtrise du flux d'énergie éthérique, bien plus que sur les simples compétences en arts martiaux. Zek observe les autres participants et réalise qu'un nombre non négligeable d'entre eux devraient être capables de réussir l'épreuve. Il remarque que Ron et sa bande sont aussi assez balèzes pour y arriver. De sa place, il entend les candidats échouer les uns après les autres, leurs bras se brisant en tentant de laisser une marque sur la pierre. Un instant plus tard, l'examinateur appelle le numéro 315, qui est celui de Zek. Langus, mort d'inquiétude, le supplie d'abandonner. Mais Zek le rassure, affirmant que tout ira bien. Zek s'avance et, dès que l'examinateur pose les yeux sur lui, il sent une immense pression et une aura venant de Zek. On demande à Zek de choisir une arme, et Zek répond qu'il n'y en a pas besoin car il prévoit d'utiliser ses mains nues. L'examinateur lui demande à nouveau s'il ne veut vraiment pas utiliser d'armes et il répond oui, assurant à l'homme que ses poings suffisent pour faire le travail. Les autres étudiants entendent cela, ils commencent à se moquer de lui, disant qu'il n'y a aucun moyen qu'il soit capable de faire une égratignure sur le rocher avec juste ses poings. Même Langus ne croit pas en Z car il croit sincèrement que ses bras et ses poings pourraient être arrachés. Langus commence à se blâmer, disant qu'il aurait dû essayer d'empêcher Zek de participer à l'examen. Puisque Zek a pris sa décision sur ce qu'il veut, l'examinateur lui dit de procéder. Zek examine le rocher et admet qu'il est composé d'un minéral qu'il n'a jamais vu auparavant. Il conclut que c'est quelque chose qui s'est formé après 1000 ans. Il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas encore, mais il décide de les reporter tout à l'avenir. Zek se donne de l'énergie, prêt à frapper le rocher. Avec la quantité de puissance qu'il a générée, il croit que cela devrait être suffisant pour faire ce qu'il veut au rocher. La technique qu'il préfère utiliser est appelée la forme de technique de combat de tueur de. Une aura jaune brillante se forme autour de son corps et de son bras, alors qu'il écrase son bras dans le rocher. Cela brise le sommet du rocher à l'impact, laissant un grand bruit et un nuage de poussière. Tout le monde est surpris, mais alors que tout le monde ferme les yeux de l'examinateur restent ouverts agissant comme si c'était une grosse affaire. Zek pousse un soupir de soulagement mais remarque que la technique est un peu avancée pour lui à son âge. Il vérifie son bras pour voir qu'il saigne et son uniforme est également déchiré. Au lieu de se féliciter d'avoir brisé le rocher, Zekan conclut que son entraînement n'est pas suffisant. Les autres étudiants se demandent comment il a fait. D'un autre côté, Reton est juste fou que Zek a été capable de briser le rocher. Langus est
laissé à ramasser sa mâchoire du sol, puisque Zek est la dernière personne à laquelle il s'attendait à réussir. L'examen. Même l'examinateur considère ce qu'il vient de voir comme une impossibilité car seule une personne de rang 4 étoiles ou plus aurait dû être capable de briser la pierre de régénération. Puisque Zek est un enfant illégitime, l'examinateur se demande s'il a en quelque sorte hérité des pouvoirs de la maison. L'examinateur se rend également compte qu'il a vu le mouvement que Zek a utilisé quelque part d'autre. Ze s'approche alors de l'examinateur en lui demandant comment il s'en est sorti à l'examen. L'examinateur lui fait savoir qu'il a réussi et on lui donne une bouteille contenant une substance verte. Zek interroge le jeune examinateur sur le contenu de la bouteille mais le type le fixe juste avec en lui disant de s'éloigner. Zek suppose simplement que la bouteille est une récompense pour avoir réussi le test. Zek retourne vers son nouvel ami et Langus le félicite pour son incroyable performance. Zek interroge alors Langus au sujet de la bouteille et il révèle que c'est une potion de guérison. Zek est confus quand il entend cela, et Langus mentionne que c'est une potion de guérison de qualité normale. Zek l'examine à nouveau et pige que la substance n'a rien de nocif. Une idée folle lui traverse l'esprit. Et si cette soi-disant potion de soin était en réalité un élixir? Un élixir, d'après les légendes, est une concoction issue de matériaux d'une rareté inouïe, mélangés à des herbes ne poussant que dans des royaumes cachés. Et ce n'est pas tout. On y ajoute des cœurs d'élixir purs, extraits de bêtes divines et fantomatiques. Boire un tel breuvage guérit instantanément n'importe quelle blessure, ancienne ou récente, tout en boostant considérablement le potentiel du combattant. Le hic, c'est que distiller un élixir relève de l'exploit, tant ses composants sont quasi introuvables. Voilà pourquoi on n'en voit quasiment jamais sur le marché. Zek avale la potion d'un trait et, comme il s'y attendait, ses bras mutilés ils se reconstituent sous ses yeux. Zek est sidéré, c'est la confirmation. Cette potion est bel et bien un élixir. Langus lui lance alors qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'est un élixir, mais que ces potions de soins sont juste bien meilleures que celles qu'on trouve dans les boutiques. Pour Langus, c'est la normalité, alors que Zek est totalement abasourdi, soufflé de voir toutes ses blessures se refermer en un clin d'œil. Il note cependant qu'il ne ressent pas le pic de puissance habituel d'un élixir. Langus balance à Zek qu'il est plutôt balèze, mais Zek n'en croit pas un mot. Zek inspecte la fiole et réalise qu'elle représente l'apogée de ce que le savoir humain a pu produire, en plus de 1000 ans. Langus rappelle à Zek qu'il n'est pas en reste niveau force, et Zek rétorque qu'il vise le sommet, donc sa propre puissance ne l'étonne pas. C'est au tour de Reton et sa clique de brutes de passer le test, et sans surprise, ils réussissent tous. Zek n'en est pas étonné, il s'y attendait. Finalement, on appelle le candidat numéro 414. Et ce n'est autre que Langus. Tandis qu'il descend les marches, Zek sent bien que son ami est tendu comme un arc et il l'encourage à se reprendre, lui assurant que tout ira bien. Langus se retourne, à bout de nerfs, et balance à Zek d'arrêter de lui mettre autant la pression. Arrivé sur la zone de test, Langus empoigne une épée, ce qui laisse Zek perplexe, se demandant ce qu'il fabrique. Langus inspire un grand coup, et abat sa lame sur le rocher. Sauf qu'il n'arrive même pas à l'égratigner et finit par s'étaler de tout son long. Comme le veut la procédure, l'examinateur lui annonce qu'il lui reste encore 2 tentatives. Langus se relève péniblement pour un nouvel essai, mais le résultat est identique. Il s'effondre au sol, en larmes, persuadé qu'il va échouer, exactement comme ses tyrans le lui avaient prédit. Sans surprise, Reton et sa bande se fendent la poire, ricanant que le fils du demi-dragon ne sera jamais qu'un demi-dragon. Il lui crie d'abandonner, tout en rappelant à Zek qu'il avait osé dire qu'un freluquet comme Langus était plus fort qu'eux. L'examinateur s'adresse alors à Langus, lui signalant qu'il ne lui reste plus qu'une unique tentative. Il lui demande s'il veut la saisir, mais Langus se met à balbutier, sombrant dans les ténèbres du désespoir. C'est à cet instant précis que la voix de Zek résonne dans sa tête, lui demandant ce qu'il est en train de fabriquer. Langus, déconcerté, entend Zek lui suggérer d'utiliser une lance plutôt qu'une épée. Il ne comprend toujours pas. Zek insiste, il est très sérieux. Puis il sermonne Langus pour s'obstiner à utiliser une arme qui n'est clairement pas faite pour lui. Zeki lui affirme que même avec 1000 tentatives, il ne parviendra jamais à ébrécher le Contis rocher avec une simple épée. Reton et sa bande se remettent à ricaner, balançant que Langus s'entraîne à l'épée depuis son plus jeune âge et n'a jamais touché une lance de sa vie. Pour eux, c'est une évidence. Langus restera le même loser pathétique, peu importe l'arme qu'il choisit. Zek se tourne alors vers l'examinateur pour demander s'ils sont autorisés à changer d'arme en cours d'épreuve. L'examinateur confirme à Zek qu'absolument rien ne l'interdit. Zek adresse un sourire malicieux à Langus, lui indiquant qu'il a le champ libre pour utiliser une lance. Se postant tel un véritable coach, Zek demande à Langus s'il compte vraiment baisser les bras comme un raté, mais Langus répond par la négative.
Se redressant péniblement, Langus annonce à Zek qu'il va suivre son conseil et tenter sa chance avec la lance. Il faut savoir que le père de Langus n'avait jamais été autorisé à pénétrer le nid du dragon, devenant la risée de tous. Malgré ses humiliations, il n'a jamais baissé les bras, et s'est toujours efforcé d'élever son fils dignement. C'est pour honorer tous les sacrifices de son père que Langus est déterminé à prouver qu'il n'est pas un échec. Il se remémore les paroles de Zek, affirmant qu'il obtiendrait invariablement le même résultat en s'acharnant avec une épée. Bien qu'il ne connaisse Zek que depuis peu, il décide de lui accorder sa confiance. Le hic, c'est qu'il n'a pas la moindre idée de comment manier cette lance. Zek lui lance alors un conseil simple, plante-la droit devant. Il l'encourage à ne pas réfléchir et à foncer. Langus sait pertinemment qu'il est quasi impossible pour un novice de la lance de ne serait-ce qu'égratigner la pierre de régénération en un seul coup, mais il ne le saura jamais s'il n'essaie pas. Même s'il vient à peine de rencontrer Zek, il choisit de s'en remettre à lui. Puisque Zek a foi en lui, il veut croire en lui-même à son tour. Langus se met en position, et sent aussitôt que l'énergie de la source terrestre qui parcourt son corps est radicalement différente de celle qu'il éprouvait en tenant une épée. Langus s'élance vers la pierre et la percute, déclenchant une onde de choc monumentale. Reton et sa clique de tyrans éclatent de rire, clamant que le résultat est le même, peu importe l'arme de Langus. Toutefois, en y regardant de plus près, il réalise que Langus a bel et bien réussi. Le choc est total en voyant le résultat, et même l'examinateur peine à croire que Langus a véritablement transpercé la pierre avec la lance. Zek, lui, est visiblement fier de son poulain, et l'applaudit chaleureusement. Langus n'en croit pas ses yeux quand l'examinateur inscrit dans son registre qu'il a réussi l'épreuve. Langus, incrédule, demande confirmation, mais Zek l'enlace par derrière, lui assurant que c'est bien réel, qu'il a vraiment réussi. Les larmes aux yeux, submergé par le bonheur, il serre Zek dans ses bras. Reton et ses sbires refusent d'admettre que Langus a validé le test, persuadé qu'il s'agit d'un coup de chance monumental. L'examinateur s'époumonne alors pour annoncer au candidat que l'examen est terminé et que la prochaine étape sera la cérémonie d'admission. En entendant cela, Zek est stupéfait. Il a du mal à croire qu'égratigner un rocher soit la seule épreuve qu'on exige d'eux. Langus explique alors à Zek qu'il y aura probablement un autre examen une fois admis à l'académie. Zek demande donc à Langus ce qu'ils doivent faire maintenant qu'ils ont réussi le test. Et Langus révèle que les chefs de la famille et le dragon se présenteront pour adresser leurs félicitations aux participants. Juste à ce moment-là, un groupe d'hommes qui cultivent leur apparaît au loin, marchant vers les étudiants. Parmi eux, il y a un type qui attire l'attention de Zek et il demande à Langus qui est le type Mossad. Langus n'arrive pas à croire que Zek vient de dire du mal du chef de famille. Zek ne se retient pas et traite le chef de famille de type. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Langus lui couvre la bouche avec sa main. Langus supplie Zed se taire et de ne rien dire. Et même si c'est difficile, Zek décide de se taire. Zek fixe les hommes qui sont considérés comme les forces dragons. Il est impressionné, car il y a quelques types d'escarillons pour la plupart 6 étoiles. Cependant, le chef de famille Balza Dragon est un guerrier 8 étoiles, ce qui fait de lui une grosse affaire. À son époque, il n'y avait que quelques étoiles dans le monde et Zek se demande combien il en restera. Zek dit alors à Langa ce qu'il ressent. Il lui fait savoir qu'il n'aime pas Balza. Il se fiche même que l'homme soit son père ou non. Juste à ce moment-là, Balza s'avance avec une aura écrasante pour s'adresser aux étudiants. Il ne dit que quelques mots aux étudiants et c'est lui qui leur dit de venir la chair et le sang de l'île Dragon. Cependant, ces mots portent un poids écrasant aux côtés de son aura alors que tous les étudiants, à l'exception de Zek, commencent à trembler. Même Langus se plaint de la difficulté qu'il a à respirer, mais ne ressent rien de la présence de Balza. Tout ce qu'il peut ressentir envers Balza, c'est une haine pure, même s'il ne sait pas pourquoi. Après avoir fini de s'adresser aux étudiants, Balza se retourne pour partir. Un autre aîné prend alors les rênes, disant « Étudiant que le chef de la maison attend de grandes choses d'eux. » Cette personne attire également l'attention de Zek et il commence à se demander qui est l'inné aux cheveux blonds. Zek se rend compte que le départ de Balza a un peu réduit l'attention sur les étudiants, mais ils restent tous composés des conséquences de la présence de Balza. L'examinateur s'avance alors pour révéler qu'ils vont annoncer les affectations des dortoirs. Zek est choqué d'entendre ça, car il pensait qu'ils allaient tous au même endroit. Langus décide alors de lui expliquer, puisqu'il ne sait rien. Il lui dit que l'académie a 4 dortoirs. Les étudiants sont affectés à l'un des 4 dortoirs. Qui sont les dortoirs? Ouest, Nord et Sud. Soudain, Zek entend son nom et il se lève pour. Il dit à son nouvel ami de prendre soin de lui et les deux échangent des amabilités avant qu'ils ne partaient.
Zek a été affecté au dortoir et de l'académie, et il est surpris de voir à quel point les choses ont changé en plus de 1000 ans. Il suit les instructions écrites sur la note dans sa main pour se diriger vers sa chambre. Il craint que son colocataire ne soit fâché qu'il arrive en retard, et tout cela est arrivé parce qu'il s'est perdu. Il arrive enfin à la porte et avec tout son enthousiasme, il ouvre la porte pour annoncer son arrivée et saluer son nouveau colocataire. Cependant, l'enthousiasme et l'excitation disparaissent quand il voit qui est son colocataire. Zek n'arrive pas à croire que son colocataire n'est autre que Angus et quand il voit le garçon, imagine simplement qu'il a un lien indescriptible avec lui. Angus hoche la tête avec un sourire, confirmant ses dires et ajoutant au passage qu'il commençait déjà à se sentir seul. Zek demande alors à Angus si quelque chose est prévu pour la journée, et la réponse est non. Comme leur entraînement intensif débute dès demain, on leur a conseillé de prendre du repos. Zek, lui, n'en a pas la moindre idée, vu qu'il n'a pas écouté une seule seconde pendant la réunion d'orientation. Il l'avoue avec un air super content, mais Angus trouve que ce n'est pas vraiment un truc dont on peut se vanter. Angus préfère changer de sujet et propose de dormir un peu plus, histoire d'être en forme pour l'entraînement du lendemain. Il faut savoir que Zek comptait à la base sécher les cours pour partir à l'aventure, mais toutes les nouveautés qu'il a découvertes depuis son arrivée ont piqué sa curiosité. Il a donc décidé de rester un peu dans cette maison, si ça peut lui permettre de comprendre ce monde après un sommeil de 1000 ans. Un mois s'est écoulé, et les jeunes recrues sont en pleine formation intensive avec leur instructeur. On leur enseigne la maîtrise du souffle du dragon, une technique créée par le 15e chef de la maison et le dragon. Le tuteur insiste. Ils doivent maîtriser cette technique sur le bout des doigts pour pouvoir s'en servir dans n'importe quelle situation. L'instructeur fait le tour, gardant un œil attentif sur les élèves. Il constate que certains d'entre eux la maîtrisent déjà. Et parmi eux se trouve Leska, la propre fille du chef de la maison. Visiblement, elle est déjà assez douée pour être classée au rang de 2e étoile. Cependant, c'est Zek qui captive toute son attention. Alors que tous les autres galèrent, Zek s'entraîne avec un rocher en équilibre sur la tête, tout en soulevant 2 haltères surmontés d'autres cailloux. L'instructeur commence à comprendre que Zek a sans doute hérité de la puissance du chef, mais il se demande bien comment il a pu atteindre un tel niveau de maîtrise sans aucun professeur pour le guider pas à pas. L'instructeur ne peut que se poser la question, sans trouver de réponse satisfaisante. De son côté, Zek est en pleine réflexion sur la manière dont sa technique de respiration, le souffle du roi dragon qu'il a lui-même inventé, a été modifiée et transmise sous le nom de souffle du dragon. Il se souvient que ces techniques de respiration sont un moyen d'attirer les terres de l'air dans son corps et de les faire circuler, ce qui, au final, permet d'améliorer ses propres terres. Toutefois, le niveau d'efficacité dépend entièrement de la compétence et de la créativité de celui qui l'utilise. C'est précisément pour cette raison que chaque maison noble a peaufiné son propre style et garde jalousement le secret de sa technique. Zek doit admettre que cette version est sûre et facile à apprendre, mais il la trouve complètement inutile si on ne peut s'en servir qu'en restant immobile. À la base, sa technique originale permettait d'utiliser les terres tout en étant en mouvement. Les effets de cette méthode étaient colossaux, mais très peu ont pu en hériter à cause de sa grande difficulté. Zek l'avait simplifiée à l'époque pour que tout le monde puisse s'en servir et ainsi renforcer le clan, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle évoluerait et survivrait pendant encore 1000 ans. Zek est plutôt impressionné et se dit qu'il doit y avoir d'autres techniques d'arts martiaux qui ont, elles aussi, bien changé avec le temps. Une fois la séance d'entraînement terminée, les jeunes se ruent vers le réfectoire pour dévorer leur repas. Et tandis que tout le monde peine à manger, épuisé par l'effort, Zek, il grignote sa nourriture sans se soucier du monde. Il remarque que Angus a l'air épuisé, et il l'exhorte à manger sa nourriture, car il ne pourra pas bouger de manière optimale s'il manque d'énergie. Angus est obligé de demander à Zek comment il est si plein d'énergie alors que tout le monde est épuisé. Zek rabe Angus lui disant qu'il n'est qu'un faible, il l'exhorte à manger plus et à s'entraîner plus dur. Tout en faisant la leçon House, Zek remarque que certains des enfants qui sont bien entraînés mangent réellement leur nourriture. Juste à ce moment-là, Zek est approché par Leka et parce que Zek ne la connaît pas, il lui demande directement qui elle est. Angus s'étouffe presque avec sa nourriture quand il entend ça et il se déplace rapidement vers Zek pour lui chuchoter à l'oreille. Il lui dit que Lek est la fille du chef, mais Zek dit innocemment à Angus qu'il n'en avait aucune idée. Angus est presque mourant de pression alors qu'il dit à Zek qu'ils ne sont même pas censés parler à Lek. Zek le regarde juste comme un imbécile en lui disant qu'il est aussi le fils du chef, même s'il est un enfant illégitime. Angus et Leka sont tous deux choqués quand ils entendent ça et Leka lui demande s'il dit la vérité. Zek répond calmement qu'il n'a aucune raison de mentir. Leka lui demande alors comment il a pu devenir assez fort pour briser une pierre de régénération à main nue. Leka est vraiment intéressé.
Mais Zek répond simplement qu'il a pu le faire parce qu'il est juste un type cool. Zek remarque que l'Angus est totalement hors de sa zone et il le rappelle à l'ordre lui disant de manger sa nourriture. Leka se rapproche alors de Zek lui demandant s'il aimerait la rejoindre. Zek est confus par ce qu'elle veut dire et la dit clairement exhortant Zek à devenir son subordonné. Leka dit à Zek qu'elle va devenir son soutien puisqu'il est un enfant illégitime et qu'il voudrait évidemment des alliés. Lece veut que Zek l'aide à devenir le prochain chef en utilisant son pouvoir et elle promet de le récompenser généreusement lorsqu'elle deviendra chef de la famille. Elle en parle avec douceur mais Zek lui dit calmement qu'il n'est pas intéressé par l'offre. Quand Leka entend ça, elle suppose que Z vise aussi à devenir le chef de la famille. C'est pourquoi il rejette la proposition. Pendant qu'elle est occupée à débiter ses absurdités, Zek l'observe et il voit qu'elle est déjà sur le point de devenir 2 étoiles, et il considère cela comme quelque chose d'impressionnant pour son âge. Zek ouvre finalement la bouche pour dire à la fille qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut car il n'est intéressé par rien qui concerne la famille. LCA est choquée d'entendre ça et elle devient plus insistante alors qu'elle demande à Zek ce qu'il veut vraiment. Zek est énervé et il poignarde avec colère la table avec son couteau de table, tout en libérant une quantité effrayante de pression de son corps pour dire à Leka qu'il n'a aucun intérêt à servir qui que ce soit. Zek dit qu'il veut être seul parce qu'il est, évidemment, le plus fort. Leka peut sentir la pression de Zek la laissant complètement choquée. Elle n'arrive pas à croire que l'ura de Zek la fait réellement peur. Zek continue de grignoter sa nourriture pendant que l'Angus essaie de calmer la situation. Leka craque alors, et elle défie Zek en duel. Zek est surpris par cela, mais il n'est pas du genre à reculer devant un défi. En peu de temps, la nouvelle duel s'est répandue parmi les étudiants, selon laquelle Leka a un duel sur les terrains d'entraînement. Les étudiants se précipitent pour regarder le duel. Pendant que l'Angus panique, Zek agit de manière très décontractée. L'Angus essaie de rappeler à Zek qu'il est sur le point de combattre Leka, mais Zek répond simplement qu'il n'a aucune idée de qui elle est. Zek remarque alors que l'Angus agit également formellement, et il lui demande pourquoi il en est ainsi. Eh bien génie, c'est parce que tu es le fils du chef, dit l'Angus. Zek demande alors à l'Angus ce qu'il veut de lui. Zek essaie de lui expliquer la situation. Il dit que Leka est la fille de Bals et qu'elle a aussi du Santifona qui est en gros l'une des 4 grandes familles soutenant El Dragon. L'Angus dit que Lek est un génie parce qu'elle a réussi à maîtriser toutes les formes d'escrit de la maison Tifona. Zek reste là nonchalant en disant à l'Angus que la seule chose dont il est conscient est qu'elle est la fille de Balza. Zek se met à rire, disant que ne pas savoir ajoute en fait plus de piquant à l'ensemble. Il considère cela comme un tournant excitant, tandis que l'Angus le gronde en lui disant qu'il n'a aucune chance de gagner contre Leka. L'Angus lui demande pourquoi il a accepté le défi en premier lieu, et Zek dit qu'il est évident qu'il est censé accepter s'il est mis au défi en duel. De plus, Zek regarde Leka et conclut qu'elle a l'air plus prête pour le duel. Leka crie alors à Zek d'arrêter de bavarder tout en le regardant avec son épée enfoncée dans le sol comme une vraie guerrière et demande à Zek qu'il est prêt à recevoir de bonnes manières. Comme les deux sont prêts à se battre, l'Angus quitte l'arène pour eux. L'Angus exhorte Zek à faire attention en s'enfuant. Maintenant qu'ils sont seuls, Zek demande à Leka pourquoi elle est si déterminée à le combattre. Leka répond qu'elle vise à être le prochain chef de la maison et à revendiquer le 10 sièges. Elle veut vaincre Zek et le faire servir. Zek est choqué quand il entend cela et il commence à se demander ce que tout cela a à voir avec lui. LCK est surprise que Zek agisse avec tant de désinvolture et elle lui demande s'il ne connaît pas la vérité sur sa famille parce qu'il est un enfant illégitime. Zek est sur le point de dire à l'écoupe. Leka explique que Zek inclut il y a 5 héritiers en compétition pour être le prochain chef. Zek est le seul qui ne porte pas le sang de l'une des 4 grandes maisons d'El Dragon. Le point clé est que quelle que soit la maison qui produit le chef, cela signifie qu'ils s'efforcent tous d'être les meilleurs de l'académie. Et pour tenir tête à ses frères, les Casquel a besoin de plus d'alliés. Toute l'explication laisse Zek totalement confus, mais il parvient à en saisir le sens. Leka lui fait savoir qu'elle se bat pour assurer sa place et sans perdre plus de temps, elle se jette sur Zek. Elle est déterminée à vaincre Zek et avec son épée, elle essaie de frapper Zek mais il recule soudainement. Zek esquive la frappe mais la frappe de l'épée laisse le sol brisé. Leka n'est pas prête à abandonner et se relève pour attaquer Zek. Elle balance son épée frénétiquement et avec une grande puissance, laissant les spectateurs totalement émerveillés. Il félicite les cas d'être si doué avec l'épée, même si ce n'est qu'une épée d'entraînement. Comme si elle pouvait entendre les sous les acclamations de la foule, elle intensifie ses assauts contre Zek. Cependant, ce dernier se contente de bondir à travers l'arène, évitant chacun de ses coups avec une facilité déconcertante. Le public, quant à lui, est subjugué par la puissance de Pui. Leka, la fille du chef de clan. Tous sont persuadés qu'elle va plier le combat rapidement. Mais ils ignorent que, dans son fort intérieur,
Leka bout de frustration, car Zek ne fait que sauter pour esquiver ses frappes. Zek ne déploie visiblement aucun effort pour parer ses attaques, ce qui force Leka à douter de sa propre capacité à le toucher. Zek la félicite pour sa vitesse, ajoutant que sa technique semble également excellente. Zek remarque même qu'elle surpasse la plupart des guerriers de niveau 1 étoile. Leka, furieuse, hurle sur Zek, lui ordonnant de se battre pour de vrai au lieu de bavarder. Puisque c'est son souhait, Zek décide de lui offrir un petit aperçu de sa véritable puissance. Il esquive son coup avec aisance, avant de lui décocher un direct en pleine poitrine. Le coup propage une onde de choc dévastatrice dans son corps, lui faisant cracher du sang. Leka s'effondre, à genoux, terrassé par la douleur, sous le regard médusé des autres élèves. Grimaçant, Leka lève les yeux et demande à Zek pourquoi elle n'arrive pas à le toucher, alors qu'elle est censée être largement supérieure. Zek concède qu'elle est plus rapide que la plupart des combattants de niveau 1 qu'il a affrontés, mais il lui rappelle qu'elle n'est encore qu'une guerrière de niveau 1 étoile. Leka rétorque, rappelant à Zek qu'il est lui aussi à ce niveau. Zek lui explique alors qu'il peut lire ses mouvements sans effort en observant sa respiration, les contractions de ses muscles et même le mouvement de ses yeux. De plus, son expérience du combat est bien plus vaste que la sienne. Zek expose tout cela avec une telle arrogance que cela pique Leka au vif et la force à se relever. Elle fonce de nouveau sur Zek, son épée brandie, prête à lui trancher la tête. Mais même face à cette attaque soudaine, Zek l'esquive encore en effectuant un saut acrobatique en arrière. Ce mouvement laisse Leka complètement à découvert, et Zek la punit en la projetant violemment contre le mur du fond. Elle s'écrase contre la paroi, soulevant un immense nuage de poussière qui masque la scène. Le public est abasourdi et se demande si Leka a réellement perdu. Leka, lui, est fou de joie en voyant ça, et se précipite dans l'arène, criant à Zek à quel point il est exceptionnel. Cependant, Zek lui dit que le combat n'est pas terminé. Zek est impressionné que Leka ait pu encaisser son coup. Quand la poussière retombe, on aperçoit Leka qui peine à se remettre debout, le corps couvert de contusions, mais elle n'est visiblement pas prête à abandonner. Langu tente de la raisonner, lui disant d'arrêter avant que ça ne tourne encore plus mal. Zek dit alors à Langu de s'écarter, car les choses vont devenir plus sérieuses, et s'il se blesse, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Il ne sera pas tenu pour responsable. Zek s'en était douté et il en a maintenant la confirmation, Leka a atteint le niveau 2 étoiles. Leka se redresse et une aura brillante se met à tourbillonner autour d'elle. Les spectateurs comprennent sur le champ que Leka a atteint le niveau 2 étoiles. Le rang de 2 étoiles est le stade où un combattant peut projeter une véritable source d'énergie hors de son corps pour amplifier ses arts martiaux. Cette projection est essentiellement ce que l'on appelle l'ura. Leka semble plus forte et elle remercie Zek de l'avoir poussée à atteindre 2 étoiles. Enragée, elle se précipite vers Zek, prête à le frapper. Son épée suit une traînée d'Orodora et Zek admet qu'elle est devenue plus forte et plus rapide. Zek continue de jouer avec elle jusqu'à ce qu'il juge mal sa force, et il finit par se faire couper au visage. Leka remarque qu'il est laissé en admiration et elle l'utilise pour se vanter de la force d'une étoile à 2. Elle assure à Zek qu'il est sur le point d'affronter les véritables arts de l'épée du grand esprit du tonnet. Zek de son côté est excité car il va enfin assister à quelque chose qu'il n'a pas vu dans le passé. Il est absolument emballé de voir ce que Leka lui réserve. Leka active alors sa technique de flash de lumière du tonnerre qui frappe Z, qu'avant même qu'il ne puisse bouger, le laissant totalement choqué et avec des questions sur la façon dont Leka est capable de manier la foudre. Zek admet que Leka est assez folle mais Leka ne voit aucune forme de regret venant de lui parce qu'il sourit. Leka active avec colère une autre technique frappe ZC, le laissant conclure que ce que Leka fait est tout simplement trop pour lui. Il sait que son corps ne peut pas encore supporter ce que Leka lui fait, et alors qu'il essaie encore de recueillir des informations sur son état actuel, les spectateurs sont tous émerveillés. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un qui est un guerrier à une étoile tienne tête à Lek. Zek se rend compte que les mouvements de Lek n'ont pas beaucoup changé, mais sa promotion à 2 étoiles lui a donné une puissance explosive soudaine. Zek est forcé d'admettre que Leka se débrouille plutôt bien. Plus du fait qu'être couvert d'éclairs comme elle le fait était pratiquement impossible il y a 1000 ans. Vu la façon dont elle se déplace, Zek comprend qu'il pourrait lancer une contre-attaque, mais il est curieux de voir toute sa puissance. Alors, il est prêt à encaisser les coups jusque-là. Leka est furieuse que Zek ait encore les fronteries de sourire alors qu'il est dans une si mauvaise posture. Elle en conclut que Zek déborde de confiance et décide qu'elle va lui enlever cette confiance. Elle fonce sur lui avec une technique encore plus mortelle et plus rapide que Zek ne pouvait esquiver. Zek regarde l'attaque l'atteindre et il est projeté contre le mur, laissant une forte explosion, qui inquiète tous ceux qui regardent son bien-être. La poussière se dissipe et Zek est toujours sur ses pieds avec un sourire aux lèvres.
Cela la met à nouveau en colère et elle le frappe avec un autre éclair, pour le mettre à genoux. L'Angus arrive en courant, disant à Lekka arrêter l'attaque, mais Lekka refuse répondant que Zek est sur ses pieds. Lekka affirme qu'elle ne peut pas s'arrêter car cela ne ferait qu'écraser sa fierté. Lekka promet d'être indulgente envers Zek s'il se rend, et jure fidélité envers elle. Cependant, Zek reste muet et Lekka voit clairement que même s'il n'est pas un enfant légitime, sa fierté en tant qu'Eldrigan demeure en lui. Puisqu'il agit avec arrogance, Lekka décide qu'elle va utiliser tout ce qu'elle a pour terminer le combat. Elle active les arts de l'épée du grand esprit du tonnerre. Le tonnet céleste et elle le frappe avec. Zek ne peut pas bouger d'où et il a subi toute la force de la frappe. Son corps est frappé par tellement d'éclairs qu'il hurle de douleur. Une fois l'attaque terminée, Zek s'écrase au sol brisé sans réaction. Lekka enfonce finalement son épée dans le sol croyant que le match est terminé. À sa plus grande surprise, elle entend la voix de Z derrière elle disant qu'il comprend enfin comment les choses fonctionnent. Lekka se retourne et pour ajouter à la surprise, le corps de Zinti maintenant, soulignant le fait qu'il peut maintenant utiliser l'électricité. Cela la choque et la laisse également se demander pourquoi Zek peut utiliser l'électricité. Zek est également choqué car il ne savait pas que c'est ce qu'ils appellent l'électricité. Il marche vers Lekka avec fierté, lui disant qu'il n'a en fait aucune idée de la façon dont il est capable de le faire. Cependant, il se laissait intentionnellement frapper. Pour pouvoir étudier le pouvoir de Lekka qu'il ne s'en rende compte, il pouvait déjà l'utiliser. Même avec son explication, Lekka est toujours extrêmement confuse car ce que disait devrait être impossible. Tout ce que il sait, c'est qu'alors que Lekka le frappait avec ses attaques, il utilisait constamment le souffle de son roi dragon. Et l'énergie de la foudre a fini par réagir au souffle de son roi. Cela a fini par accumuler de la foudre à l'intérieur de lui et en un rien de temps, il s'est retrouvé à contrôler la foudre. Zek dit à Lekka qu'il ne connaît peut-être pas tous les détails, mais il comprend que Lekka a un corps rare car le grand art de l'épée est une technique familiale. Zek décide de supposer que tout son clan a la même constitution qu'elle et il a également appris une grande leçon selon laquelle la puissance source elle-même peut être fusionnée avec la foudre. Zek ajoute ensuite que c'est grâce à Lekka qu'il a réussi à devenir 2 étoiles. Sur ce, Zek lui dit avec assurance que le combat n'est pas encore terminé. Lekka balance avec colère son épée sur lui, mais Z sourit seulement et active ses pouvoirs de foudre. Zek s'alors si vite qu'il ne pouvait plus contrôler son corps. Étant donné que sa puissance source a été infusée des propriétés de la foudre, tous ses muscles et ses nerfs sont stimulés, ce qui lui donne plus de force. Zek considère cela comme un trait spécial et en conclut qu'il va s'y habituer en un rien de temps. Pendant ce temps, Lanus ne peut que regarder de côté alors que les deux se battent et il a du mal à suivre. Lanus se rend vite compte que Zek esquive déjà les frappes de Lekka assez facilement. Lekka est frustré par tout cela, ce qui l'amène à demander à Zek s'il essaie de se moquer d'elle, mais il dit non, lui disant qu'il la considère en fait comme une véritable menace. Lekka balance son épée sur une grande distance juste pour essayer de le prendre dépourvu, mais il esquive toujours la frappe et il décide qu'il est temps qu'il termine la bataille. Zeken que pour terminer la bataille, il va créer une nouvelle technique, même si cela fait longtemps qu'il ne l'a pas fait. L'essai est confuse. Quand Zek dit cela, et Zek lui fait savoir que c'est exactement comme elle l'a entendu. Il va créer une nouvelle technique ou une forme spéciale pour faire simple. Cela choque Lekka, ce qui l'amène à se demander si Zek a été formé aux arts de combat secrets, mais elle ne peut pas imaginer de quelle maison il s'agit. Zek remarque qu'elle est complètement perdue dans ses pensées et il profite de l'occasion pour se précipiter vers elle à grande vitesse. Zek déchaîne sa nouvelle technique, les arts du massacre de dragons, et l'orage foudroyant, une combinaison d'éclairs dévastatrices, s'abat sur Lekka. Elle s'effondre à genoux tandis que Zek, un sourire narquois aux lèvres, déclare le combat terminé. Lekka est si durement touchée qu'elle ne peut même plus tenir sur ses genoux et s'écrase lourdement au sol, submergée par la douleur. Lekka rampe péniblement vers son épée, incapable de croire à sa défaite, elle qui ambitionne de surpasser ses frères pour devenir la prochaine dirigeante de la maison. Alors qu'elle se noie dans ses propres reproches, Zek s'approche d'elle, lui confiant qu'elle a été une adversaire redoutable qui lui a offert un combat des plus relevés. Zek explique qu'il adore apprendre de nouvelles choses et que cette bataille n'était absolument pas une perte de temps. Avec un sourire désarmant, il demande à Lekka s'ils auront une autre occasion de croiser le fer. En réalité, il souhaite ardemment l'affronter dans un autre duel à l'avenir. Mais face à ces mots, Lekka le fixe, le visage déformé par l'horreur et le choc. Quelques heures plus tard, le père de Lekka, Balza, se trouve dans un donjon, anéantissant des monstres comme s'ils n'étaient que poussière. La première forme de son art du tueur de dragons suffit à elle seule pour balayer une horde entière de créatures sans le moindre effort. Il est en pleine action.
Quand un messager s'introduit dans le donjon pour lui faire part du dernier rapport concernant sa fille, il informe Balza que sa fille, Leka, a atteint le rang de 2 étoiles, mais la nouvelle laisse Balza de marbre. L'homme tente d'insister auprès de Balza, expliquant que la progression de Leka est phénoménale pour son âge. À ce rythme, elle pourrait atteindre les 5 étoiles avant même d'obtenir son diplôme. Balza met alors les choses au clair, déclarant que le talent n'est rien s'il n'est pas mis à profit. Il somme l'homme de ne revenir qu'avec des nouvelles concrètes, une fois qu'elle aura fait usage de son nouveau pouvoir. C'est à cet instant que le messager lâche la bombe, Leka vient tout juste de perdre un combat. Balza suppose qu'elle a dû se battre contre un aîné. Cependant, le messager le corrige, la personne qui a vaincu Leka n'est autre que son fils illégitime, Zek. Le nom de Zek ravive chez Balza le souvenir de la femme qu'il a mis au monde. Balza admet que la mère de Zek possédait un certain talent, mais il sait pertinemment qu'elle est décédée bien avant la naissance du garçon. Cela l'amène à se demander comment il a bien pu acquérir les compétences nécessaires pour vaincre une combattante de rang 2 étoiles. Le messager ajoute que le plus stupéfiant dans toute cette histoire, c'est que Zek a atteint le rang de 2 étoiles par ses propres moyens. Il n'avait personne pour le guider, et pourtant, il a continué à progresser. En apprenant cela, Balza décrète qu'il est temps de lancer la première épreuve. Son subordonné est sous le choc et tente de rappeler à Balza qu'il est bien trop tôt, mais Balza n'en a que faire. Il rétorque que la mort frappe tout le monde de la même manière et que seuls les plus forts méritent de survivre. Balza affirme que quiconque est incapable de survivre à la première épreuve n'est qu'un déchet absolu et ne coûte rempli mérite aucun avenir. L'officier n'a d'autre choix que de se plier à l'ordre de son supérieur. Balza ajoute alors des directives encore plus glaçantes à sa missive, ordonnant à l'officier de convoquer Freya. L'homme, abasourdi, demande confirmation, et Balza lui répond qu'il veut que Freya supervise les épreuves en personne, car Zek s'avère être un garçon fort intéressant. L'officier accuse réception de l'ordre et se retire. Tandis qu'il s'éloigne, le visage de Balza s'illumine enfin d'un enthousiasme sadique, pour voir de quel bois Zek se chauffe. Un peu plus tard, Zek et le reste des élèves se retrouvent sur le terrain d'entraînement, en train de suivre les ordres du professeur. Cependant, Zek, lui, n'en fait qu'à sa tête, soulevant des rochers faisant 5 fois sa taille. Il est entièrement concentré sur sa propre technique de respiration, tandis que les autres s'échinent à maîtriser le souffle du dragon. Pour lui, la méthode qu'il peaufine est un jeu d'enfant, et il est persuadé que même les plus jeunes pourraient l'assimiler sans problème. L'Angus ne tarde pas à remarquer l'entraînement singulier de Zek et l'interpelle pour savoir s'il ne préfère pas s'entraîner avec le groupe. Zek feint de ne pas comprendre où il veut en venir, et l'Angus lui rappelle alors qu'il travaille les arts martiaux du dragon. Zek rétorque avec un calme déconcertant qu'il les maîtrise déjà, ce qui laisse l'Angus sans voix. Ce dernier s'emporte, lui rappelant qu'ils viennent à peine de commencer l'apprentissage et qu'il est impensable qu'ils les ait déjà assimilés. Zek décide alors de lui offrir une petite leçon sur son flux d'énergie terrestre et son manque d'équilibre. Il lâche l'énorme rocher qu'il portait et ordonne à l'Angus de lui tourner le dos. L'Angus s'exécute, et Zek le percute dans le dos, lui transmettant une puissante vague d'énergie. Zek explique à l'Angus que ce qu'il perçoit est la voie d'une canalisation parfaite. L'Angus ressent instantanément la différence et remercie Zek pour cette leçon. C'est à ce moment-là que l'Angus comprend enfin que Zek maîtrise véritablement la technique. De son côté, Zek est agacé que l'Angus ait osé douter de lui. L'Angus tente de désamorcer la tension, assurant à Zek qu'il y a eu un malentendu. Il explique qu'il n'a jamais eu d'autre professeur que son propre père. C'est la raison pour laquelle il a toujours cherché à se dépasser. Cependant, il constate que Zek est déjà assez puissant pour terrasser les cases en solo. L'Angus en déduit que les arts martiaux du dragon doivent paraître simplistes et sans intérêt pour Zek, mais Zek le contredit immédiatement. Il souligne que la stabilité de cet art est en réalité remarquable. Pour faire simple, les arts martiaux du dragon ont été méprisés par les héritiers du créateur, qui les jugeaient trop complexes et ardus. Pourtant, malgré sa complexité, c'est un art martial d'une puissance dévastatrice, qui fusionne de multiples formes de combat. D'ailleurs, Zek vient de débloquer une nouvelle forme grâce à son affrontement avec Leka. Il se révèle que la technique qu'il a employée pour la vaincre est en fait la forme ultime, et Zek est curieux de voir comment celle-ci a évolué au fil des ans. Zek estime alors qu'il est temps de retourner à l'entraînement physique, vu qu'il n'y a plus rien à tirer des arts martiaux du dragon. C'est alors que l'Angus surprend Zek avec une requête inattendue, lui demandant de lui faire l'honneur de devenir son maître. L'Angus évoque son désir ardent de devenir vraiment fort, même si la voie est semée d'embûches. À la surprise générale, Zek accepte, car il perçoit en l'Angus un disciple au fort potentiel. L'Angus savoure encore sa victoire quand une voix familière retentit juste derrière lui, suppliant Zek de la prendre également sous son aile.
Cette voix n'est autre que celle de Lekaz et, bien que visiblement gênée, elle ne peut s'empêcher d'admettre à quel point Zek a été impressionnant en la battant. Lekaz reconnaît le talent de Zek et avoue que sa fierté a été mise en pièces durant leur affrontement. Zek est abasourdi par cette demande, et Lekaz enchaîne qu'elle veut aussi gagner en puissance, pour surpasser ses frères, et même Zek un jour. Face à cela, Lekaz jette l'éponge. Ravalant complètement sa fierté, elle supplie Zek de lui enseigner comment devenir plus forte. Mais Zek marque une pause pour peser sa réponse, plongeant Laika dans une attente angoissante. Elle est stupéfaite de réaliser que Zek envisage de l'entraîner, alors qu'il est lui-même un prétendant au titre de chef. Zek assure à Laika que ça ne le dérange pas l'aider, mais il s'inquiète de savoir si elle est totalement remise de leur récent affrontement. Laika lui révèle alors avoir utilisé une potion de soin, ce qui explique son état impeccable. Zek est complètement abasourdi par les incroyables pouvoirs que cette potion peut procurer. Langus intervient, soulignant que Laika reste impressionnante, même si elle a eu recours à une potion de guérison. Zek acquiesce, ajoutant qu'ils vivent à une époque où plus rien n'est impossible. Laika confesse à son tour que sans ce remède, elle aurait été clouée au lit pendant un mois complet. Elle réitère alors sa demande à Zek, lui demandant s'il accepte de la former, et il répond qu'il ne refuserait jamais d'aider un talent prometteur et motivé. Langus et Laika sont interloqués par ces paroles, vu qu'il est aussi jeune qu'elle. Zek, un peu gêné, change rapidement de sujet, pour esquiver leurs questions. Il demande alors à Laika si elle est vraiment certaine de vouloir être entraînée par lui, celui-là même qui l'a vaincue. Laika rétorque que cela lui est égal, car elle n'est plus en position de se préoccuper de statut ou de fierté. Elle est prête à absolument tout pour gagner en puissance, s'emparer du titre de chef. Zek l'interroge sur les raisons de son obsession pour ce titre, rappelant que c'est tout ce qu'elle hurlait durant leur combat. Laika avoue alors que, si elle ne devient pas chef de famille, la seule autre voie pour elle est le mariage. Et il ne s'agit pas de n'importe quel mariage, mais d'une union politique, bien évidemment. Elle finira par épouser un de ses cousins ou un parfait inconnu. Zek est abasourdi par cette révélation, et Laika explique que la lignée, Eldragon est d'une valeur inestimable, en particulier pour les 4 grandes maisons. Elle ajoute que la véritable source de leur puissance est tout à fait singulière. C'est la raison pour laquelle ils se servent des femmes comme de simples pions. Zek explose de colère. En entendant cela, n'arrivant pas à croire que sa propre famille puisse traiter un être humain comme du bétail, destiné à la reproduction. Zek jure alors de mettre un terme à cette tradition barbare. Soudain, l'instructeur principal capte l'attention des élèves pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle formatrice. Il précise que cette dernière a fait le déplacement malgré son emploi du temps très chargé. Une femme rousse surgit de nulle part et tente de saisir Laika par l'oreille. Mais les réflexes de la jeune fille prennent le dessus et elle esquive juste avant de se faire toucher. La femme complimente Laika sur ses réflexes, les qualifiant de particulièrement vifs. Langus, quant à lui, tremble de peur et s'agrippe à Zek, car il n'avait absolument pas senti sa présence. L'instructeur présente enfin la mystérieuse femme, qui se tient devant eux. Il s'agit de Freya. Membre du corps du Dragon Noir, elle sourit en déclarant être ravie de faire la connaissance des élèves. Freya remarque que Zek ne semble pas étonné et le lui fait remarquer. Zek bombe le torse, affirmant qu'il n'y avait rien de si surprenant. Cependant, Zek esquisse un sourire en disant à Freya qu'elle possède une compétence intrigante. Freya saisit enfin la source de l'inquiétude du chef de famille. De son côté, Zek est bien plus captivé par les arts martiaux de Freya que par sa banale compétence de dissimulation. Zek décèle le flux de puissance qui parcourt ses jambes et réalise n'avoir jamais rien vu de semblable. Zek a déjà hâte de se mesurer à Freya, car elle lui paraît absolument fascinante. Freya rejoint alors les autres instructeurs, pour ordonner aux élèves de se tenir à carreau. Le professeur principal précise également que Freya est un dragon de rang 6 étoiles et il somme les élèves d'être sur leur garde. Les autres élèves frissonnent face à l'incroyable puissance de Freya, à l'inverse de Zek qui reste de marbre. Les élèves interrogent Freya pour savoir si elle va leur enseigner ses techniques, ce à quoi elle répond par l'affirmative, mais à condition de réussir son épreuve au préalable. Les élèves sont saisis de panique en apprenant l'existence d'une épreuve. Mais Freya les rassure, prétendant que c'est un jeu d'enfant. Elle sort une sphère de cristal et leur annonce qu'ils devront s'emparer de la sphère et survivre un mois entier sur la montagne du dragon empoisonné. Cette annonce déclenche une nouvelle vague de panique parmi les élèves. Zek, lui, reste imperturbable. Il réalise que ce nom ne lui est pas parvenu aux oreilles depuis une éternité. La montagne du dragon empoisonné, un repère pour d'innombrables bêtes venimeuses. Même la flore de l'île est si létale que le simple fait d'en effleurer une seule condamne à mort un individu ordinaire. Zek se remémore si être entraîné dans sa vie passée. Il se demande si cette montagne n'est pas un défi trop grand pour ses enfants. Freya révèle alors
que toute personne qui disparaît ou brise sa sphère de cristal durant l'épreuve est immédiatement disqualifiée. L'un des élèves demande ce qu'il adviendra en cas d'échec, et Freya leur annonce froidement qu'ils seront automatiquement renvoyés. Concernant le poison, elle leur explique qu'ils peuvent maîtriser leur respiration grâce à la technique du souffle. Elle leur garantit qu'ils s'en sortiront tant qu'ils préserveront leur sphère. Lika s'insurge, arguant qu'il y a des monstres sur la montagne, ce à quoi Freya rétorque glacialement que leur mission est de les éliminer. C'est, pour faire simple, un jeu de survie d'un mois, où l'alternative est de périr en chemin. Les élèves cèdent à la panique, mais Freya leur ordonne de se ressaisir, car il leur reste encore 5 jours avant l'épreuve. Durant ces 5 jours, ils devront choisir et maîtriser l'un des arts martiaux fondamentaux de la Maison du Dragon pour les aider à survivre sur la montagne. Elle leur affirme qu'une fois qu'ils posséderont un style de combat, leur survie sera grandement facilitée. Cependant, elle les prévient qu'elle ne sera aucunement responsable de leur sort s'ils ne maîtrisent pas leur style de combat en 5 jours. Un élève demande si Freya interviendra pour les secourir en cas de danger, mais elle leur assène avec le plus grand sérieux qu'ils seront livrés à eux-mêmes. Freya estime que l'épreuve est d'une facilité déconcertante et qu'ils devraient la surmonter sans le moindre mal. Zek est abasourdi par tout ce qu'il entend, se demandant si la famille a complètement perdu la tête. Freya les somme alors de s'avancer, pour commencer à choisir le manuel de leur choix. L'Angus est perplexe, ne sachant que choisir. Zek l'incite à choisir le manuel de la lance. Il lui rappelle qu'il en a manié une durant l'examen d'entrée. À ces mots, l'Angus prend sa décision. Zek remarque également que Lika est indécise sur ce qu'elle devrait choisir, et il lui dit de choisir le manuel de la hache. Leka est choquée, et elle demande à Zek pourquoi elle devrait choisir le manuel de la hache. Zek s'éloigne disant à découvrir ce qui lui manque actuellement. Comme c'est le conseil de Zek pour elle, elle décide de suivre son avis. Une fois qu'ils ont tous choisi ce qu'ils voulaient, Frey leur dit de s'entraîner dessus pendant les prochains jours. Freya les assure que ne pas le faire signifie rien d'autre qu'une mort certaine. Soudain, Freya ajoute une règle supplémentaire pour pimenter les choses. Elle leur dit que pendant le test, les élèves de l'intérieur essaieront de voler leurs orbes de cristal. Les élèves qui se joindront à eux n'ont qu'un seul travail, essaient de voler leurs orbes. Freya essaie ensuite de rendre les choses logiques en disant qu'ils sont plus nombreux. Donc tout devrait bien se passer. L'Angus perd presque la tête quand il réalise qu'ils vont combattre des monstres et des élèves plus âgés en même temps. Leka admet qu'elle va lutter contre les élèves plus âgés parce qu'ils sont tous 2 étoiles ou plus. Étant donné qu'elle va galérer, elle pense que la plupart des étudiants vont mourir pendant le test. Zek est d'accord avec Leka mais les encourage à former des binômes ou des trios s'ils ne peuvent pas gérer la situation seuls. Zek mentionne qu'il n'y a aucune règle contre le fait de faire équipe contre les aînés. Donc il devrait bien s'en sortir. L'Angus demande alors à Zek ce qu'il prévoit de faire, et il révèle son intention d'y aller en solo parce que c'est plus amusant. Leka veut initialement protester, mais se souvient soudain que Zek est ce type et qu'il pourrait en fait être capable. Zek sourit en s'éloignant, suggérant qu'ils aillent manger un morceau. 5 jours plus tard, les étudiants se rassemblent à l'entrée de la montagne, et ils ont tous leurs armes avec eux. Freya est également présente et elle adore les conditions météorologiques parce qu'elles sont parfaites pour le test. Une fois qu'elle a fini de se réjouir, elle déclare le test ouvert. Comme d'habitude, Lanus est nerveux et il se demande s'il est acceptable de faire équipe avec Lek, puisqu'il n'est pas issu d'une famille noble. Il doute de lui-même quand il entend un autre Royer. Comme lui, Céline a mentionné qu'elle faisait également partie du groupe de Lek. Il y a aussi un autre type, Raymond, qui va rejoindre le groupe et ils sont tous des roturiers. Leka dit alors au trio qu'elle se fiche du statut, parce qu'elle les a invités en raison de leur capacité démentielle. L'Angus est heureux d'être sélectionné et il assure à Leka qu'il va faire de son mieux. Les 2 autres lui assurent également qu'ils vont être à la hauteur de ses attentes. Quant à Zek, il maintient sa position sur le fait d'y aller en solo. Zek félicite ensuite l'équipe de Laika, en disant qu'ils forment une équipe solide. Zek peut voir à travers leur talent et réalise qu'elle a rassemblé les étudiants les plus capables de la classe. Il est impressionné qu'elle ait un œil vif pour le talent. Zek assura Manius qu'il n'a pas à s'inquiéter parce que son équipe est pratiquement imparable. Freya est surprise de voir que les étudiants ont choisi de se déplacer en groupe. Elle approuve ces tactiques puisque la plupart d'entre eux n'ont même pas pleinement maîtrisé leurs armes. Une fois qu'elle confirme que tout le monde a ses orbes de cristal, elle leur rappelle que leur unique mission est de survivre pendant un mois complet, en protégeant l'orbe à tout prix. Elle insiste sur le fait que tant qu'ils posséderont encore l'orbe au terme de ce mois, l'épreuve sera considérée comme une réussite. Puis, elle leur assène une autre révélation stupéfiante en disant que tous les orbes sont rigoureusement identiques. Ce qui, en clair, signifie qu'ils peuvent s'emparer de ceux des autres.
Freya les prévient qu'à l'instant même où ils poseront le pied dans la montagne, leurs aînés se mettront en chasse pour tenter de leur dérober leur précieux orbe. Pour semer la panique, les aînés ajoutent que la majorité d'entre eux n'ont même pas encore atteint le rang d'une étoile, ce qui fera d'eux des proies faciles. Une fois l'explication de Freya achevée, elle ordonne aux étudiants de se hâter. Tandis qu'ils s'élancent dans les bois, Leska se retourne et lance à Zek qui a intérêt à revenir en un seul morceau. Zek lui rétorque la même chose. Alors que la foule d'étudiants se rue dans la forêt, Zek, il reste à la traîne. Freya l'interpelle pour savoir s'il compte y aller. Zek réplique qu'il n'est pas aussi fébrile que les autres. Une fois que tous se sont élancés, Zek commence à déambuler tranquillement dans les bois. Après leur départ, l'instructeur principal s'approche de Freya, lui demandant si elle pense que ces jeunes s'en sortiront, car l'épreuve lui semble bien trop ardue pour leur niveau actuel. Il souligne que ce sont des novices qui ne maîtrisent rien de plus que les rudiments, et que leurs aptitudes au combat sont cruellement lacunaires. Freya lui répond alors que tout se passera bien. Elle concède que la montagne abrite de nombreuses créatures, mais que celles-ci ne sont pas particulièrement puissantes, d'après elle. Freya rappelle à l'instructeur que les étudiants feront groupe, ce qui devrait leur simplifier la tâche. Elle ajoute cependant qu'elle compte relâcher quelque chose de singulier dans la forêt un peu plus tard. L'instructeur l'entend et la questionne sur ses propos, mais elle élude rapidement en affirmant que ce n'est rien. Freya se tourne alors vers les aînés, leur ordonnant de se lancer à leur tour. Ces derniers s'élancent aussitôt, visiblement excités, et impatients de se mesurer à leurs cadets. Freya esquisse un sourire, murmurant qu'elle a hâte de voir combien d'étudiants survivront à cette épreuve. Quelques instants plus tard, un groupe d'aînés repère Zek dans la forêt, le prenant pour une proie facile. Les aînés convergent aussitôt sur lui. L'un d'eux décoche une flèche, mais Zek l'intercepte sans le moindre effort. Puis, il hurle d'une voix démente, lançant aux aînés qu'ils n'attendaient que. La peur les saisit en entendant ces mots, car c'est bien la dernière chose qu'ils s'attendaient à entendre de sa part. Ils tentent encore de comprendre la scène qui se joue devant eux. Lorsque Zek fonce sur eux, un large sourire aux lèvres, digne d'un antagoniste tout droit sorti d'un film d'épouvante. Une semaine s'est écoulée. Leska et son équipe affrontent désormais des rainettes. Grâce à leur coordination millimétrée, ils parviennent à éliminer un grand nombre de ces créatures. Leska félicite son équipe, leur assurant qu'ils font un excellent travail. De leur côté, les membres de l'équipe sont ébahis par l'efficacité redoutable de Leska à terrasser plusieurs rainettes. Elle leur dit de ne pas s'étonner. Elle a déjà atteint le rang de 2 étoiles, et une poignée de rainettes ne représente aucune menace pour elle. D'ailleurs, elle est impressionnée de voir à quel point ils ont tous progressé depuis le début de l'épreuve, il y a une semaine. Céline et Raymond ont d'ailleurs tous deux atteint le rang d'une étoile durant cette période. Deux sont heureux mais ils font l'éloge de l'écan que c'est grâce à elle. Lango en revanche n'a pas encore d'étoile, et il a l'air abattu. Son coéquipier le remarque et lui fait savoir qu'il n'est pas exclu de ceux qui sont devenus plus forts. Ils lui disent qu'il n'a aucune raison de se précipiter et Lango accepte leurs encouragements. Avec un petit sourire. Leka lui fait savoir qu'être capable d'abattre les grenouilles sans étoile est un exploit incroyable en soi. De plus, Leka ajoute que Langus s'est entraîné avec Zek avant le test, ce qui a rendu son travail à la lance absolument parfait. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'atteigne une étoile. Comme il commence déjà à faire noir, Leka suggère qu'il retourne à la base. Après tout, il est dangereux pour eux de se déplacer dans le noir. En arrivant à la base, ils sont accueillis par une surprise. Un étudiant de classe A supérieur les attend déjà et au moment où ils l'aperçoivent, ils se mettent tous en position de défense. Leka lui demande s'il est là pour voler leur orgue de cristal et il leur dit que c'est la seule raison pour laquelle il est là. Leka se rend compte qu'ils ont enfin rencontré un étudiant de classe supérieure et qu'il a 2 étoiles. Leka lui suggère de faire demi-tour et de partir puisqu'il ne pourra pas tous les battre à lui seul, mais fait savoir à Leka qu'elle se trompe dans son hypothèse. 3 autres étudiants de classe supérieure qui ont une étoile apparaissent derrière en encerclant l'équipe. Le mec se moque de l'écan qu'elle est peu, être forte mais en même temps elle ne peut pas les abattre tout en protégeant les bons à rien qui se dit ses coéquipiers. Le mec dit à Leka d'abandonner. Mais Leka refuse et les deux se chargent l'un sur l'autre. Leka dit aux autres de rester en sécurité jusqu'à ce qu'elle en ait fini avec le mec à 2 étoiles. Une bataille féroce s'ensuit entre le reste de l'équipe et les étudiants de classe supérieure. Les étudiants de classe supérieure exhortent l'équipe à rendre tranquillement leurs cristaux, mais aucun d'entre eux n'est prêt à le faire. Langus se retrouve face à l'une des étoiles les plus coriaces, et il commence à réfléchir à ce qu'il doit faire. Son esprit se souvient de la conversation qu'il a eue avec Zek. Il a demandé à Zek quoi faire face à un adversaire puissant. Zek anéantit son espoir et lui dit d'abandonner.
L'Angus est choqué et Zek souligne que c'est la chose la plus naturelle à faire, puisqu'il n'a absolument aucune chance de vaincre une étoile 3, ou même une étoile 4 tout seul. Cependant, il fait savoir qu'il pourrait avoir une chance s'il affronte un ennemi une étoile. Comme ils sont tous concentrés sur le test, Zek dit à l'Angus que les monstres les plus forts de la montagne sont 2 étoiles. De plus, les étudiants de classe supérieure qu'ils combattront au maximum 2 étoiles. Avec ça, Zek dit à l'Angus qu'il a une petite chance. Zek dit à l'Angus que la tactique n'est pas trop compliquée. Zek dit qu'il a juste besoin d'attendre une ouverture et cela déconcerte l'Angus. Zek dit qu'il a une chance de renverser la bataille en sa faveur contre une étoile. L'Angus lui demande comment il est censé trouver une ouverture, et Zek dit que tout ce qu'il a à faire est de continuer à endurer. Zek explique que son seul choix est d'endurer jusqu'à ce que l'adversaire laisse finalement une ouverture. Lang est horrifié par cela. Et Zek lui rappelle qu'il affronte un adversaire plus fort, ce qui signifie qu'il n'a aucune chance de créer une ouverture par lui-même. Zek dit qu'il doit endurer même s'il est en train de mourir car ne pas le faire signifie qu'il n'a absolument aucune chance. Zek lui assure qu'avec son niveau actuel, il devrait être capable d'endurer contre quelqu'un d'aussi fort que Lekka. L'Angus est sceptique à propos de tout ça, et Zek lui dit qu'il doit avoir confiance en lui pour que ça marche. De plus, Zek lui dit de ne pas trop y. Zek dit qu'il n'a pas besoin de trop réfléchir à la façon de trouver une ouverture parce que son adversaire en laissera une au bon moment. Avec ça, il va avoir la chance de la battre avec sa lance. Maintenant que l'ange affronte un adversaire plus fort, les mots de Zek résonnent dans sa tête, et il admet qu'il est plus faible. Mais il doit endurer et attendre une ouverture. Après des minutes à essayer de percer et à échouer à chaque fois, l'adversaire de l'ange est frustré et saute dans les airs dans le but de le frapper d'en haut. Cependant, cela fournit l'ouverture que l'Angus attendait et il enfonce sa lance directement dans le type pour l'assommer. Cela choque le type qui n'en croit pas ses yeux, et en même temps, l'Angus saute dans le train en marche des guerriers une étoile. Même moment, Lekka inflige de sévères punitions à son adversaire, même s'il est lui aussi une étoile de Lekka est capable de faire ça grâce aux techniques d'épée que Zeki a conseillé d'apprendre. Lekka maîtrise son adversaire et le frappe pour être venu après elle et son équipe. Après s'être occupé du type, Lekka court vers son équipe seulement pour découvrir qu'ils ont aussi gagné leurs batailles individuelles. L'équipe célèbre et il félicite aussi l'Angus d'avoir atteint sa première étoile. Il apprécie le geste et admet qu'il est très heureux. Lekka est confiante qu'ils ont maintenant une meilleure chance de gérer des adversaires plus coriaces maintenant que tous les membres de l'équipe ont une étoile. Après la bataille, Lekka révèle sa curiosité quant à la façon dont Zek se débrouille. À leur insu, Zek est en train de tabasser les étudiants de classe supérieure comme s'ils étaient un tambour Cherokee. Et ceux qui peuvent lui échapper le catégorisent essentiellement comme un monstre terrifiant. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez la prochaine partie dans la section des commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne. Cliquez sur la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.